Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des zoonoses. Donc, c'est quoi ça, une zoonose? Une zoonose, dans le fond, c'est une maladie qui va se transmettre de l'animal à l'humain. Il y a plusieurs modes de transmission, dans le fond. Ça peut être par contact direct, soit directement avec un animal infecté, ou par contact indirect, dans le fond, soit les produits des animaux, les fesses, l'urine, ça peut être le lait, ou l'environnement dans lequel l'animal y vit. Les zoonoses sont présentes chez toutes les espèces animales. Donc, les personnes, tout le monde peut attraper des zoonoses, mais il y a des personnes qui sont plus à risque. On a les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées, puis les personnes immunosupprimées. Le plus gros facteur de risque pour attraper une zoonose, dans le fond, c'est la proximité de la personne avec l'animal infecté. C'est quelqu'un qui a presque pas de contact avec les animaux en général. Là, il peut être un petit peu plus à risque aussi, parce que dans le fond, il n'est jamais venu en contact avec des zoonoses, fait qu'il n'y aura aucune immunité contre ces maladies-là. Il existe environ 200 zoonoses, donc il y en existe vraiment beaucoup qui sont répertoriées. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, on va s'attarder sur celles qui peuvent être transmissibles par les petits ruminants. Donc, on va en parler. Il y en a 16 ici là, que j'ai énumérées, qu'on va parler aujourd'hui. Les zoonoses peuvent être faites par des bactéries, des virus, des parasites, même des champignons. Il y a même les prions. Donc, il y a beaucoup d'agents infectieux là, qui peuvent causer des zoonoses. Donc, on va commencer par la fièvre Q. C'est quoi ça, la fièvre Q? Au fait, c'est une zoonose qui est causée par une bactérie. Donc, c'est Coxiella burnetii. Le nom, c'est pas vraiment important. On va se rappeler de la fièvre Q. C'est une des causes d'avortement chez les petits ruminants. Dans le fond, ça va faire des morts-nés. Il y a des animaux qui sont souvent asymptomatiques, qui n'auront pas d'autres symptômes que l'avortement. Sinon, il y en a d'autres qui peuvent peut-être un peu moins manger, être anorexiques, faire des petites métrites. Il va y avoir une phase active où les animaux vont contracter la maladie puis vont avorter. Puis après ça, les animaux vont être immunisés. Après ça, l'animal il va excréter la bactérie dans son placenta, dans les avortons, dans les fesses, puis un petit peu dans le lait puis l'urine. Puis la bactérie, elle survit vraiment longtemps dans l'environnement. Aussi, au fait, je ne l'ai pas dit, mais on parle d'avorton, mais si le bébé est vivant, il peut être porteur de la bactérie sur lui aussi. Comment on fait pour essayer de prévenir ça, cette maladie-là, dans nos troupeaux? Dans le fond, ça serait important d'isoler les animaux qui ont avorté pour ne pas contaminer toutes les autres, dans le fond. Faire une bonne gestion des déchets de l'avortement. Ce qu'on va dire par une bonne gestion des déchets, c'est qu'on va prendre, mettons, les placentas, les avortons, on va mettre ça dans un double sac étanche, puis on va jeter ça dans les déchets domestiques. Sinon, on peut les enfouir, mais il faut faire attention parce qu'il faut être à 75 mètres d'un cours d'eau, puis à peu près à 150 mètres d'un puits. Il faut mettre de la chaux, il faut être à 2 pieds de profond, ou sinon aussi, on peut s'en débarrasser des déchets en les compostant, mais encore là, il faut des installations adéquates pour le faire. Il faut une bonne hygiène des parcs de mise bas. Donc, encore là, pour baisser la pression d'infection puis garder ça le plus propre possible. Puis faire une bonne gestion du fumier. La fièvre Q, c'est une bactérie qui se retrouve beaucoup dans les petites particules là, aérosols puis dans le fumier. C'est très aérien. Donc, si on va épandre du fumier par temps sec et venteux, bien, la bactérie elle peut se propager assez rapidement. Donc, on essaie d'éviter d'épandre dans ces temps-là. On essaie de garder le tas de fumier le plus humide possible. On peut composter le fumier au moins 90 jours pour essayer d'enrayer la bactérie. Puis, on peut aussi enfouir le fumier directement après l'épandage, là, tout de suite, là, pour essayer d'éviter cet effet d'aérosol. Il n'y a pas de traitement pour la fièvre Q. En fait, il existe un vaccin, Coxivac, qui est malheureusement non homologué au Canada, puis qui est sous commande spéciale. Au fait, le vaccin va aider à diminuer l'expression de la bactérie, puis à contrôler un peu les avortements. Mais il faut demander un permis d'usage spécial restreint à la SIA. Donc, le mode de transmission numéro 1 chez l'humain, comment nous, on se contamine, dans le fond, c'est quand on respire, on inhale, dans le fond, des particules contaminées qui sont dans l'air. Ça peut être sur les vêtements aussi ou lors des pendages de fumier, comme on a parlé tantôt. Là. Dans 1 gramme de placenta infecté, là, il y a des milliards de bactéries, puis ça en prend juste une pour infecter un humain. Fait qu'on s'entend que le potentiel de contagiosité de la bactérie est assez élevé. Là.
OK? Puis comme je vous ai dit, la bactérie a survécu plusieurs mois dans l'environnement ou même sur le poil ou la laine des animaux. Là. Donc, c'est une bactérie qui est quand même assez difficile à éliminer comme ça. Donc, chez l'humain, la période d'incubation va être de 2 semaines à 1 mois. La plupart des gens vont être asymptomatiques. On ne sait pas trop pourquoi, mais les hommes sont plus fragiles à attraper la maladie que les femmes. Puis la durée moyenne de la maladie va être de 9 à 14 jours. Pour ceux qui vont être symptomatiques, le 40 haute, ça ressemble à un syndrome grippal. Donc, dans le fond, de la fièvre, des douleurs musculaires. Puis, ça peut, par contre, devenir chronique comme maladie. Puis, à ce moment-là, la bactérie, elle peut faire comme une genre de septicémie, puis infecter le foie, elle peut faire des avortements chez la femme enceinte, elle peut affecter le cœur. Fait que c'est sûr que si on pense avoir contracté cette maladie-là, c'est sûr qu'on est mieux de consulter un médecin qui va pouvoir la traiter adéquatement. Chez l'humain, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Fait que si vous consultez pour ça, le médecin va devoir avertir la santé publique là, comme de quoi vous avez cette maladie. Donc, comment on fait pour ne pas la pogner à faire? Parce qu'on va s'arranger pour ne pas la pogner vu avoir su comme les symptômes que ça peut avoir. Dans le fond, ça serait de porter des gants lors des mises bas, puis aussi des masques N95 parce qu'on peut l'attraper en respirant des particules. Donc, pourquoi les N95 plus que les petits masques normaux? Parce que sinon, la bactérie, elle passerait là, à travers le masque. La base, au fait, c'est de se laver les mains fréquemment avec de l'eau, du savon, garder une bonne hygiène. Gestion des vêtements utilisés sur la ferme, ça aussi, c'est important. Dans le fond, c'est que si, mettons, vous êtes à la ferme, c'est qu'au lieu d'aller avec vos vêtements ailleurs, c'est vraiment d'enlever les vêtements, de les mettre dans un sac en plastique, puis rendu à la maison, bien, on les met directement à la laveuse. On peut laver à l'eau chaude ou les mettre à la sécheuse après, les avoir lavés, on s'entend. Puis après ça, bien, c'est ça, la sécheuse, elle va tuer la chaleur va tuer les bactéries qu'il y avait sur les vêtements. On essaye de ne pas porter nos vêtements non plus qu'on utilisait à la ferme avec les lieux publics. Il y a eu un cas, justement, il y a eu plusieurs cas de FIFQ dans la région. Justement, c'était une cliente, justement, qui avait des chèvres. Puis, elle allait voir ses chèvres, tout ça. Après ça, elle retournait travailler. Elle travaillait dans un restaurant, elle était serveuse, puis elle a contaminé des clients de cette façon-là. Il y a plusieurs clients qui ont développé des symptômes qui ont dû être traités et même certains hospitalisés, malheureusement, là, à cause de la maladie. Donc, il faut faire attention avec ça. On essaye de faire une bonne gestion des fumiers quand on sait qu'on a la bactérie. On limite l'accès aux visiteurs en période de mise bas pour pas qu'eux puissent se contaminer aussi. Puis, c'est sûr que la consommation de produits à base de lait cru peut être dangereux aussi, dans le sens où la bactérie peut se retrouver dans le lait. Donc, ça ici, c'est un petit lien Internet là, sur la FIFQ. Si vous voulez en savoir plus, c'est une petite présentation qui avait été faite en 2017, qui est assez intéressante. Si vous voulez pousser un petit peu plus là, vos connaissances là, sur la FIFQ, vous pourriez consulter ce site-là. Donc, maintenant, on va tomber sur une autre zoonose. C'est la toxoplasmose. On va appeler ça un peu la maladie des chats. Pourquoi? Mais la toxoplasmose, c'est causée par un parasite. Cette fois-ci, c'est Toxoplasma gondii. Au fait, la toxoplasmose, c'est une des principales causes d'avortement chez les petits ruminants. Okay? Les brebis, les chèvres vont avorter à tous les stades de gestation. Ça peut faire des mortalités embryonnaires, des morts-nés ou des bébés qui naissent vraiment, vraiment faibles. Puis, les animaux, en général, ils n'ont aucun autre signe clinique. Ils vont juste avorter. Les chats sont essentiels pour compléter le cycle du parasite. Okay? Ils vont excréter les œufs dans leur fesses, dans leur selle. Puis, après ça, ça va contaminer la nourriture des petits ruminants. C'est comme ça qu'eux autres, ils vont s'infecter. Les chatons vont excréter beaucoup plus que les chats adultes. L'incubation est d'environ 2 semaines. Puis les oocystes, les œufs, dans le fond, de ce parasite-là, ils vont survivre très longtemps dans l'environnement puis vont être très, très résistants aux désinfectants. Donc, comment on fait pour éviter la toxoplasmose dans nos élevages? Bien, soit qu'on n'a pas de chat du tout, hein? Ou soit que c'est de la gestion de vos chats. Dans le fond, c'est de garder des chats en santé, des chats stérilisés, parce qu'on sait que les chatons excrètent plus. Fait qu'on va essayer d'avoir le moins de chatons possible dans l'élevage. Puis les chats se contaminent en chassant des rongeurs. Dans le fond, c'est les rongeurs qui vont être porteurs de ce parasite-là. Les chats vont le manger, puis là, c'est les autres qui vont s'infecter, puis après ça, ils vont l'excréter. Donc, ou en mangeant de la viande crue. Dans le fond, en mangeant des placentas infectés ou en grugeant après les avortons, ils
ils peuvent continuer à propager la maladie de cette façon-là. Donc, si vous nourrissez vos chats, bien, ils vont chasser un peu moins, donc ils vont avoir moins tendance à s'infecter. Leur fournir une litière aussi, ça pourrait être des bonnes idées aussi. Comme ça, bien, au lieu de déféquer dans l'alimentation, des fois dans l'ensilage ou dans le coin en avant des animaux, bien, s'ils utilisent une litière, bien, c'est sûr que c'est vraiment par les selles là, que la maladie va se propager. De gérer encore là bien les déchets de l'avortement. Donc, dès qu'on a des placentas qui traînent, des morts-nés ou des avortons qui traînent, bien, on les ramasse tout de suite, on les met dans le sac en plastique, puis on essaye de nettoyer la litière le plus possible là, en faisant une bonne hygiène des parcs de mise. En fait, il n'y a pas de traitement pour la toxoplasmose. Les animaux, ils vont l'attraper. S'ils ne sont pas gestants, ils vont l'attraper, puis ils vont se faire une immunité, puis ils n'avorteront pas par après. S'ils sont gestants, bien, ils vont avorter une fois, puis après ça, ils vont être immunisés pour la vie. Fait que, on s'entend que c'est surtout les primipares. S'ils ont déjà vu la maladie, ça va être surtout les primipares là, qui vont être à risque avec le temps de rattraper cette maladie-là. Le décox peut aider à contrôler un petit peu la situation, mais ça n'élimine pas le problème à long terme, c'est sûr. Le monensin aussi, mais le monensin, il faut faire attention parce qu'il est un petit peu plus toxique. Là. Nous, à cette heure, comment on s'infecte avec ça? Comme je vous ai expliqué, le chat mange les rongeurs, les oiseaux, ou ils mangent après les avortons, ils s'infectent, après ça, ils défèquent, l'animal s'infecte. Et nous, dans le fond, on ne s'infectera pas directement de l'animal, pas en contact direct. Au fait, on va plus s'infecter par rapport aux chats, avec les selles des chats, ou avec des aliments contaminés par des selles de chat, ou avec des aliments qui ne sont pas bien cuits, de la viande pas bien cuite, comme ça peut être des saucissons, des trucs comme ça qui ne tueront pas le parasite. Donc, on pourrait se contaminer de cette façon-là. Qu'est-ce que ça fait chez l'humain, cette maladie-là? Dans le fond, l'incubation peut aller jusqu'à 3 semaines. Ça va faire encore là des symptômes grippaux. Donc, encore là de la fièvre, des nausées, maux de tête, douleurs musculaires. Malheureusement, chez la femme enceinte, par contre, ça peut faire des fausses couches puis des bébés morts-nés. Puis, dépendamment du stade de grossesse, ça peut infecter le fœtus. Puis ça devient un petit peu plus grave, là, parce que ça peut faire, chez le fœtus, soit le nouveau-né ou même plus tard, là, à l'adolescence, même que ça peut se développer. Là. Ça peut faire des convulsions, des problèmes de foie, le parasite peut aller se loger au niveau des yeux aussi. Donc, c'est quand même une maladie à prévenir, surtout chez la femme enceinte. Fait que la prévention chez l'humain, ben, on essaie de porter des gants lors de la manipulation de la litière des chats. Ou c'est pas la femme enceinte qui fait la litière des chats. On se lave les mains fréquemment avec de l'eau, du savon, encore là. Manger de la viande qui est suffisamment cuite. On peut recouvrir les bacs à sable des jeunes enfants aussi, parce que les jeunes enfants sont plus à risque aussi, donc on peut les recouvrir pour pas que les chats aient déféqué dans leur bac à sable. Clôturer les jardins pour pas que les chats aient déféqué dans les jardins et contaminer les légumes, parce que bien laver nos légumes aussi, là, il peut y avoir des selles de chats là, qui ont contaminé les aliments. On va passer à une autre zoonose encore, donc la chlamydiose. La chlamydiose, c'est une zoonose causée par une bactérie encore là, qui est Chlamydia abortus. Puis encore là, c'est une des causes d'avortement chez les petits ruminants. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de zoonoses qui provoquent des avortements là, chez les petits ruminants que nous, on peut se contaminer. Donc, souvent, la chlamydiose va rentrer dans l'élevage quand on va rentrer des porteurs asymptomatiques, donc des animaux qui n'ont pas de symptômes, mais qui excrètent la bactérie. Ce que ça va faire des avortements, mais dans le dernier tiers de la gestation d'enfant, dans les 2-3 dernières semaines. Parce qu'au fait, ça attaque le placenta, ça fait une placentite, puis après ça, bien, les bébés vont mourir. Ça peut toucher jusqu'à 30% des animaux quand ça rentre dans un élevage, fait que ça peut avoir une allure assez épidémique là, comme agent. Le problème avec eux, avec cette bactérie-là, c'est que quand l'animal se contamine, même s'il n'est pas gestant, la bactérie, elle va rester latente. Ça veut dire qu'elle va rester dans l'animal sans rien faire jusqu'à ce que l'animal tombe gestant. Puis, il va perdre son bébé sur la prochaine gestation. Il va avorter au moins une fois. S'il est gestant, il va avorter sur cette gestation-là. Puis, s'il ne l'est pas, bien, il va attendre d'être gestant pour avorter. Donc, cette bactérie-là, la contamination, comment elle se fait? C'est par voie orale, respiratoire ou au niveau des conjonctives. Puis les animaux vont excréter vraiment longtemps. Là. Ils peuvent excréter jusqu'à 2-3 semaines.
Puis il y a vraiment beaucoup de bactéries là, dans les produits de la mise bas, puis des avortements, puis tout ça. Là. Fait que ça contamine extrêmement beaucoup le milieu. Là. Donc, comment on fait pour prévenir que cette bactérie-là rentre dans notre troupeau? Quand on rentre des nouveaux animaux, on va peut-être demander le statut du troupeau aussi. On va s'informer un peu là, quand on rentre des nouveaux animaux. Puis ça serait d'isoler les nouveaux arrivants. On s'entend. Mais comme il peut être excrété quand même longtemps, c'est vraiment d'aller à la base là, quand on achète un animal, d'essayer de voir le statut. Isoler les femelles qui avortent. Parce que, comme je vous dis, il y en excrète vraiment beaucoup. Fait que si vous ne voulez pas que tout le monde se contamine, c'est vraiment les isoler. Encore avoir une bonne gestion des déchets de l'avortement. On les ramasse le plus vite possible pour ne pas contaminer l'environnement. Bonne hygiène, bonne désinfection des parcs de mise bas. Habituellement, les bactéries sont bien détruites par les produits désinfectants. On essaie de séparer, quand on l'a dans notre troupeau, on essaie de séparer les primipares des multipares parce que dans le fond, ils vont se créer une immunité. Mais l'animal va rester excréteur, porteur, il peut rester excréteur, porteur tout le temps, même s'ils sont asymptomatiques. Fait que dans le fond, ils vont toujours recontaminer les primipares qui vont avorter une première fois, eux autres aussi, là, quand ils vont contacter la bactérie. Essayez d'acheter des mâles qui sont sains parce que le mâle peut être porteur aussi puis transmettre la maladie. Puis, il existe la vaccination pour la chlamydiose. Au fait, le vaccin va diminuer, le nouveau vaccin, là, Imneva, de la compagnie IPRA, va diminuer d'environ 55 l'excrétion de la bactérie. Donc, dans le fond, on va diminuer la pression d'infection dans le troupeau avec ce vaccin-là. Les traitements, on peut essayer de traiter avec de l'oxytétracycline à partir de la mi-gestation, mais c'est sûr que peu importe, même quand on traite, ils peuvent rester porteurs quand même puis excréter la bactérie. Fait que, l'usage judicieux des antibiotiques, là, ça se posait la question, on traite ou on ne traite pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais l'éradication, une fois que c'est rentré dans le troupeau, l'éradication de la maladie est vraiment difficile. Maintenant, nous, comment on se contamine? Bien, c'est souvent, justement, là, à partir soit des avortons du placenta ou justement les agneaux à la naissance là, qui vont être porteurs, puis les animaux qui peuvent être porteurs aussi là, en eux. Donc, dans le fond, c'est pas mal ça. Les symptômes chez l'humain, encore des symptômes pseudo-grippaux. Puis chez la femme enceinte, encore là, comme chez les petits ruminants, ça peut faire des avortements, des morts-nés ou des naissances prématurées. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, on va essayer de prévenir encore là d'attraper la maladie. Comment on va faire? Bien, encore là, c'est de porter encore des masques N95 lors de mise bas quand on sait qu'on a ce genre de maladie dans le troupeau. Porter des gants toujours, peu importe. Se laver fréquemment les mains. Ça, je vais le répéter à chaque fois, je pense. C'est la base. Je pense que depuis 2 ans, on nous chauffe les oreilles. De toute façon, de tout le temps se laver les mains, c'est désinfecter, se laver les mains, que ce soit avec d'autres virus ou quoi que ce soit, mais ça va avec tous les agents infectieux. Là, garder une bonne hygiène. La gestion des vêtements utilisés sur la ferme, j'en ai parlé tout à l'heure, de vraiment de pas sortir de la ferme avec nos vêtements. On les enlève, on les met dans un sac à plastique, après ça, on les met directement au lavage. On va essayer de limiter l'accès aux visiteurs en période de mise bas toujours. Surtout les personnes qui sont à risque. Là, les personnes les plus à risque, je peux les répéter, c'est vraiment les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes immunosupprimées. On va faire attention à la consommation de produits à base de lait cru encore là, parce qu'on pourrait retrouver la bactérie. Puis on essaye de ne pas boire et de ne pas manger sur les fermes aussi. Parce que veut pas, on porte les mains à notre bouche, nos mains peuvent être contaminées, puis c'est peut-être pas l'idéal. C'est quand même plus rare la consommation à base de lait cru là, pour cette bactérie-là, mais ça pourrait être une voie de contamination. Donc, on passe à une autre zoonose, la campylobactériose. Qu'est-ce que ça fait, ça, et c'est quoi? C'est une bactérie encore, Campylobacter jejuni. C'est encore là une des causes d'avortement chez les petits ruminants. L'incubation peut aller jusqu'à 2 mois de temps. Puis, la contamination, elle se fait par voie orale. La campylobactériose est plus fréquente chez les ovins que chez les caprins. Puis elle est plus rare au Québec. On en voit moins, on ne sait pas trop, mais on en voit quand même moins au Québec par rapport au reste du Canada puis aux États-Unis. Puis les chiens peuvent être des vecteurs de la campylobactériose. Donc, la prévention, encore là, pour l'excrétion, c'est d'isoler les femelles qui avortent. On gère les déchets d'envertement. En fait, c'est un peu tout le temps les mêmes principes.
une bonne hygiène puis de la désinfection des parcs de mise bas pour diminuer la pression d'infection. On évite la contamination des aliments par les fesses, les aliments pour votre troupeau, parce que ça se contamine par voie féco-orale, dans le fond. Puis, il existe un vaccin, mais ça dépend du sérotype qui est présent dans votre ferme. Puis, il doit être fait, le vaccin, avant la mise à l'accouplement, puis un rappel 2-3 mois plus tard. Traitement, j'ai écrit oxytétracycline, mais il existe de la résistance à la tétracycline. Donc, c'est sûr que l'idéal, de toute façon, en avortement, on n'est jamais trop sûr de qu'est-ce que c'est. C'est toujours mieux d'envoyer des animaux en nécropsie, d'avoir peut-être des résultats, puis à ce moment-là, d'établir les traitements ou la prévention nécessaire, là, dépendamment c'est quoi qui vont ressortir là, sur la maladie qu'on a dans notre troupeau. Puis en même temps, si c'est de la campylobactériose, peut-être qu'on pourrait demander un antibiogramme dans ce cas-là pour savoir quel antibiotique va être efficace là, à ce moment-là, puis qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Bon, nous, on va se contaminer comment? On peut, comme je vous ai dit, les animaux vont se contaminer en ingérant des fesses d'animaux qui l'ont excrété, là, qui étaient contaminés. Il va y avoir un avortement, puis après ça, les animaux vont contaminer l'environnement par leurs fesses, eux autres aussi. Fait que nous, on peut se contaminer, dans le fond, avec les fumiers, avec le lait cru aussi, la viande qui n'est pas assez cuite, puis la manipulation là, directement là, des avortons puis des placentas. Là. Puis aussi les matériels qui peuvent être contaminés par les selles, là. Pas juste les aliments ou quoi que ce soit, là, comme encore là, des légumes mal lavés ou des contaminations croisées. C'est une MADO. Donc, c'est sûr, si on consulte et qu'on a une campylobactériose, encore là, le médecin va avertir la santé publique. C'est une MADO pour l'humain. Donc, les symptômes chez l'humain, c'est vraiment des grosses crampes, de la diarrhée, ça peut aller même à faire des vomissements. On va faire de la fièvre, des maux de tête, c'est une bactérie, le corps il réagit beaucoup, puis on va avoir des douleurs musculaires et articulaires. La prévention chez l'humain, parce qu'on ne veut pas attraper ça, c'est se laver encore là les mains fréquemment avec de l'eau et du savon. On manipule puis on détruit adéquatement les produits de la mise bas, on met des gants, on limite l'accès aux visiteurs en période de mise bas aussi, parce que c'est là où la période est le plus à risque de contracter des zoonoses. On fait attention lors de la consommation de produits à base de lait cru. Hein? La pasteurisation habituellement tue ce type de bactéries-là, puis ne pas boire ou manger dans la ferme. Donc, c'est pas mal ça. Maintenant, on va y aller avec la listériose. La listériose, je suis pas mal sûre qu'il y en a une couple d'entre vous qui doivent déjà la connaître. C'est une maladie qui est quand même assez répandue, quand même assez fréquente, et c'est une zoonose. Donc, c'est causé par une bactérie aussi, Listeria monocytogenes. C'est une des causes, encore là, d'avortement chez les petits ruminants. Mais on va surtout l'avoir sous sa forme d'atteinte neurologique. Celle-là est assez typique. Ça va faire une paralysie du visage. La chèvre va faire le mouton va faire du tournis. Il va tourner en rond, puis il va finir en décubitus, à terre, couché à terre, puis il va finalement mourir. C'est plus fatal, là, il y en a plus chez les moutons que chez les chèvres. Les chèvres sont un petit peu plus résistantes à la bactérie. Ça peut faire aussi des septicémies, puis ça peut se retrouver dans le lait, donc faire des mammites. L'incubation peut être de 7 jours à 1 mois. Fait que ça se peut que ce soit des aliments qui ont consommé là, 1 mois qui les a contaminés. Puis la contamination, elle se fait par ingestion d'un ensilage qui est contaminé. Donc, c'est un ensilage qui est mal conservé, qui est de mauvaise qualité, ou d'une surface contaminée comme le sol, parce que la bactérie, elle se tient dans le sol. Fait qu'est-ce qu'on va faire pour prévenir ça? C'est surtout dans l'ensilage. Donc, la coupe du fourrage qu'on va prendre va être assez haute pour ne pas essayer de mettre le moins possible de terre puis de sol, dans le fond, dans notre alimentation. Les pH de l'ensilage est super important. Donc, pour avoir une bonne fermentation, on veut un pH en bas de 5,5. On va essayer d'éviter de laisser les reflux d'ensilage qui vont surchauffer. Puis ou de s'en servir comme tiers. L'ensilage qui n'est pas consommé, on s'en sert comme tiers. À ce moment-là, il va surchauffer. Puis les moutons, puis les chèvres, on le sait, là, ça grignote partout. Fait que ça va aller en manger par terre. Puis ils peuvent se contaminer à ce moment-là. Puis une bonne hygiène lors de la distribution des aliments. Le traitement pour la listériose, c'est l'oxytétracycline qui est très efficace. Puis aussi, c'est donner des anti-inflammatoires là, pour essayer d'enlever un petit peu l'inflammation au niveau des nerfs, là, puis de l'œdème au niveau du sang.
Donc, nous autres, par exemple, comment on se contamine? Ben, on peut se contaminer par le lait, les produits qui ne sont pas pasteurisés, puisque je vous ai dit que ça peut faire des mammites, donc ça peut se retrouver dans le lait, dans le pis. Les légumes qui sont mal lavés, qui auraient pu être contaminés par le sol, c'est une bactérie qui se retrouve dans le sol. La viande qui n'est pas assez cuite. Ou sinon, je sais que ça ne part pas avec les petits ruminants, là, mais on peut en retrouver aussi dans les poissons, les fruits de mer là, qui ne sont pas assez cuits. Le sol, les ensilages, c'est plus rare, mais on pourrait se contaminer aussi à partir de là. Les contacts avec des animaux qui sont domestiques qui sont infectés aussi. Puis même la listériose pourrait à la limite même être, on pourrait se contaminer d'humain à humain. Là. Donc, les symptômes chez l'humain, encore là, des symptômes grippaux, fièvre, maux de tête. Chez la femme enceinte, ça peut aller même aux avortements. Donc, les méningites, encéphalites et les septimies vont surtout survenir chez les humains qui sont plus à risque, comme on en a parlé tantôt, là, les femmes enceintes, les immunosupprimés, les jeunes enfants, les nouveau-nés. Les symptômes vont être plus graves à ce moment-là. Là, donc, ça peut être quand même assez dangereux à ce moment-là. Donc, la prévention chez l'humain, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains, comme d'habitude, avec de l'eau et du savon. Les règles d'hygiène de base à la ferme, comme on en a parlé. Là. On ne mange pas sur la ferme. On fait cuire suffisamment les viandes, les poissons, les fruits de mer. C'est une bactérie qui pousse au réfrigérateur. Hein. Donc, c'est une bactérie, quand même, si les aliments sont gardés au réfrigérateur, ça ne tuera pas la bactérie. Elle va pouvoir continuer à se développer si un aliment est contaminé. Puis attention, quand on consomme les produits à base de lait cru, on pourrait se contaminer à partir de ça aussi, comme j'ai dit. Les légumes qui sont mal lavés, c'est une bactérie qui peut se retrouver dans le sol. Puis la contamination croisée. Dans le fond, c'est de bien laver ce qu'on utilise là, quand on fait la popote, là, quand on fait la cuisine. Dans le fond, c'est de bien laver nos plaques, nos couteaux. L'eau de Javel à 1% tue les bactéries là, en général. Là. Donc, on essaye de faire attention à ce niveau-là. Bon, on va tomber dans un autre range qui ne fait pas avorter cette fois-ci. Donc, on parlait de cryptosporidiose. Donc, la cryptosporidiose, c'est une zoonose qui est causée par un parasite, donc Cryptosporidium parvum. Qu'est-ce que ça fait, ça, la crypto? Chez les jeunes, surtout, ça va affecter surtout les jeunes. Ça va faire de la diarrhée qui peut être parfois grave. Puis, on va retrouver ça chez les jeunes de 5 à 10 jours d'âge, surtout. L'animal va se contaminer par contact direct avec un autre animal qui a le parasite ou par la contamination avec l'environnement à partir du fumier. Donc, ce qui est important, les bovins laitiers, dans la plupart des troupeaux de bovins laitiers, 90% des troupeaux vont être porteurs de la cryptosporidiose. Fait qu'on essaye de ne pas mélanger des veaux laitiers avec les petits ruminants, parce que souvent, les veaux laitiers vont excréter la bactérie, le parasite, puis ils vont contaminer votre troupeau. Donc, c'est ça. Donc, la prévention pour ces animaux-là. Le colostrum est super important. Avec une bonne gestion du colostrum, un bon colostrum, l'animal va être capable, si la pression d'infection n'est pas trop élevée dans l'environnement, il va être capable de gérer ces parasites-là. On va faire une quarantaine des nouveaux arrivants d'au moins 3-4 semaines, justement là, pour éviter qu'ils viennent contaminer notre troupeau. Puis, on va essayer de demander le statut là, quand on va acheter les nouveaux animaux là, pour ne pas rentrer de la crypto chez nous. On va diminuer l'entassement le plus possible, diminuer l'humidité. C'est un parasite qui adore l'humidité. Puis, on va essayer de séparer des animaux qui sont en diarrhée. Quand il y a des bébés en diarrhée, on les met de côté, on les met à part avec les mères pour pas qu'ils contaminent tout notre environnement au complet. Le nettoyage, là, on va nettoyer les parcs, tout ça, c'est pour diminuer la contamination de l'environnement. Les désinfectants, en fait, ils ne marchent pas contre la cryptosporidiose. On n'est pas capable de les tuer avec des désinfectants. Les autres, ce qui tue ces parasites-là, dans le fond, c'est la sécheresse, le feu. Donc, c'est très, très dur à éliminer. Une fois qu'on l'a dans le troupeau, là, c'est bien dur à s'en débarrasser. Fait que pour les traitements maintenant, ben, c'est des soins de support. Dans le fond, beaucoup d'électrolytes, des fluides. La réhydratation, c'est super important parce qu'on va avoir des bonnes diarrhées qui peuvent durer plusieurs jours, même 2 semaines.
Il existe un produit de la locure, mais il n'est pas homologué, malheureusement, chez les petits ruminants. Puis, on peut donner des protecteurs de muqueuse là, pour aider les animaux. Donc, nous, on va se contaminer à partir des selles. On va se contaminer à partir des selles liquides, des diarrhées et tout ça. Puis les symptômes chez l'humain, ça va faire des très bonnes crampes, de la diarrhée liquide. Ça peut durer jusqu'à 14 jours. Puis nous, on se contamine vraiment facilement. Il y a une goutte de sel, là, ça contient plusieurs milliers de cryptos. OK? Puis ça en prend comme 10 ou 6 de cryptos pour contaminer un humain. Fait qu'on s'entend qu'une goutte de sel, c'est pas gros, fait que ça en prend vraiment pas gros pour qu'on soit malade. Souvent, c'est de surveiller les jeunes enfants, là, eux autres qui jouent avec les agneaux, puis tout ça, ils trouvent ça bien cute. Mais là, si vous avez de la crypto, après ça, les enfants, ben, ça a tout le temps les mains à la bouche. Fait que c'est facile pour eux de se contaminer. Puis les gens qui n'ont jamais eu contact avec les animaux de ferme vont être beaucoup plus à risque aussi parce qu'ils n'auront vraiment pas aucune immunité contre la crypto. Là. Souvent, on voyait ça à l'école quand les étudiants faisaient leur stage. On avait souvent des veaux laitiers avec la crypto qui était sous fluidothérapie. C'est les étudiants qui s'occupaient des veaux. Puis souvent, ceux qui ne venaient pas de milieu agricole, ils le pognaient, puis ils le pognaient solide. Puis ils étaient au moins 10 à 14 jours là, sur le carreau là, avec des grosses crampes et de la diarrhée, là, parce que justement, ils n'avaient jamais vu le parasite, donc le corps, il n'y avait pas d'immunité. Ça m'a même amené de la perte de poids là, parce que ça peut être assez long. Mais ça ne se traite pas vraiment chez l'humain non plus, donc on s'en débarrasse par nous-mêmes à un moment donné. Là, on finit par se faire une immunité puis d'en guérir. Donc, la prévention, on porte des gants lors de la manipulation des animaux qui sont atteints parce qu'on ne veut pas se mettre plein de marde sur les mains. On se lave les mains fréquemment avec de l'eau et du savon. Puis, on ne mange pas dans les bergeries et les chèvreries. On essaie de ne pas boire d'eau non traitée non plus. On peut attraper la crypto là, aussi à partir de puits de surface ou juste de sources d'eau comme ça là, qui ne sont pas traitées. Puis encore là, c'est une bactérie qui pourrait. C'est une bactérie, pardon. C'est un parasite qui pourrait contaminer aussi l'alimentation. Donc, c'est de bien laver nos aliments là, avant de les consommer crus. Donc là, on va passer à une bactérie pour de vrai, la leptospirose. La leptospirose, c'est une bactérie, Leptospira interrogans, et les animaux vont se contaminer à partir de l'environnement. Puis c'est une bactérie qui adore les plans d'eau, donc c'est surtout dans les milieux qui sont humides. Donc, le fait, c'est que ces eaux stagnantes-là vont être contaminées par les animaux sauvages, les rongeurs, qui peuvent être porteurs asymptomatiques de cette bactérie-là. Puis, quand ils vont aller boire, c'est à ce moment-là que là, ils vont se contaminer. Donc, on peut avoir des animaux qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun symptôme, qui vont être porteurs chroniques, puis qui vont excréter la bactérie aussi chez les petits ruminants. Mais ce que ça peut faire chez d'autres, on peut avoir une baisse de la fertilité, des avortements, de la jaunisse. En fond, la jaunisse, c'est que les muqueuses vont devenir jaunes parce que la bactérie, elle va affecter le foie puis les reins. Puis il peut y avoir aussi de la diarrhée puis du sang dans les urines là, à cause que ça affecte les reins. Donc, pour prévenir la bactérie, c'est essayer de plus possible de diminuer l'humidité qu'il y a dans les champs, drainer les marécages, les terres marécageuses pour pas que les animaux puissent boire directement là, dans les eaux stagnantes, garder une bonne propreté des bâtiments, que votre source d'eau que vous ayez soit traitée pour les animaux, là, si c'est une source d'eau extérieure, là, un ruisseau, n'importe quoi. Puis, une bonne gestion des rongeurs aussi, parce que les rongeurs, comme je vous ai dit, peuvent être porteurs asymptomatiques de la bactérie. Puis, il existe un vaccin qui est malheureusement non homologué chez les petits ruminants. Malheureusement, avec le vaccin, ils peuvent se contaminer pareil, mais ça va diminuer l'excrétion de la bactérie. L'antibiothérapie, elle existe. Elle est vraiment longue. C'est au moins 1 mois d'antibiotiques. Puis malheureusement, les animaux ils peuvent rester porteurs. Fait que quand on sait qu'un animal est porteur de la bactérie, d'utiliser l'antibiotique, oui, pour sauver l'animal à tout prix, mais après ça, il va continuer à excréter les bactéries. Fait que c'est peut-être pas l'idéal non plus. Nous autres, comment on va se contaminer? On va se contaminer souvent par des trucs qui vont être contaminés par de l'urine en tant que tel, soit lors de baignades, consommation d'eau non traitée. On peut contaminer par contact direct avec un animal infecté par soit la voie orale, même les muqueuses nasales, la peau qui a une blessure ou les yeux. Des légumes mal lavés qui pourraient être contaminés par de l'urine ou
des choses comme ça. Donc, les symptômes chez l'humain, l'incubation est à peu près de 7 à 14 jours. Puis dans 80 à 95 des cas, on va faire des grosses fièvres, des frissons, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue. Puis ça va nécessiter un traitement. La leptospirose, ça ne porte pas, on le combat pas nous-mêmes. Dans 10 à 15 des cas, ce qui est quand même assez élevé, là, ça peut aller jusqu'à faire des jaunisses, ça va faire des troubles au niveau du foie, des reins, du sang. Puis ça peut durer quelques jours à quelques mois. Donc, dans le fond, ça peut être assez long comme maladie. C'est sûr que si on suspecte qu'on a la leptospirose, il faut consulter un médecin. On porte des gants pour prévenir ça. Là. On ne veut pas la pogner, la lepto. On porte des gants lors de la manipulation des animaux qu'on sait qui sont atteints de la leptospirose. On se lave encore fréquemment les mains avec de l'eau de savon. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure méthode pour essayer d'éliminer les cochonneries qu'on a sur nos mains. On fait attention à la consommation d'eau qui n'est pas traitée. Puis, on essaie de ne pas consommer des aliments ou boire en prenant soin des animaux encore là. Donc, on va passer à un autre parasite, donc la jardiose. La jardiose, qu'on appelle aussi la fièvre du castor. Donc, c'est Giardia. C'est une maladie qu'on va retrouver surtout chez les jeunes animaux, OK, vers 2 à 4 semaines d'âge ou un petit peu plus. Puis, on va remarquer que les animaux un peu plus âgés vont avoir tendance à avoir un petit peu plus de signes cliniques. Ils vont se contaminer à partir de l'environnement, puis de l'alimentation qui est contaminée. C'est une contamination qui est féco-orale. Dans le fond, c'est à partir des selles, des selles des animaux, contamination orale. Souvent, il va y avoir des animaux qui vont être asymptomatiques. Là. Ils vont excréter de la jardiose, mais ils n'auront aucun symptôme. Par contre, ça peut quand même faire de la perte de poids, une perte d'appétit, de la diarrhée ou de l'abattement. On va retrouver ça surtout si les jeunes animaux élevés en stabulation, là, où il y a une grosse population. Donc, c'est diminuer l'entassement pour diminuer la pression d'infection dans l'environnement encore là. On va essayer de diminuer l'humidité. C'est un parasite qui aime beaucoup l'humidité. Garder des bâtiments qui sont très propres parce que dans le fond, plus le bâtiment va être propre, moins la pression d'infection va être haute, plus que l'animal va être capable de combattre le parasite par lui-même. Donc, vérifier les sources d'eau. OK? L'eau peut être contaminée par la jardiose. Puis, ces parasites-là sont malheureusement résistants à la majorité des désinfectants qu'on peut utiliser. Pour le traitement, pour vraiment les animaux qui sont malades, on va utiliser le thimbendazole qui va être efficace. Nous autres, les humains, on se contamine surtout par l'eau qui est contaminée, au fait. Des baignades dans les lacs, des trucs comme ça. On peut aussi se contaminer en contact direct avec les animaux qui excrètent, qui sont infectés, soit les animaux domestiques, là, comme les petits ruminants, ou bien sinon les animaux sauvages, surtout le castor. C'est pour ça qu'on appelle ça la fièvre du castor. C'est souvent lui qui va contaminer nos plans d'eau. On peut se contaminer par un autre humain qui aurait la jardiose aussi. Puis des aliments qui ont été contaminés là, par de la jardiose. Habituellement, chez un humain à bonne santé, il n'y aura pas de symptômes. OK? On va le combattre tout simplement. Mais encore là, chez les personnes les plus à risque, où le système immunitaire est un petit peu plus diminué, là, il pourrait avoir des symptômes. L'incubation dure 3 à 25 jours. Ça va donner des grosses crampes, des ballonnements, il va avoir une perte de poids parce que ça peut durer quand même assez longtemps, là, plusieurs semaines. Puis même qu'il peut y avoir des récidives. Là. On peut combattre un petit peu, puis là, pouf, 3 semaines après, on recommence. D'ailleurs, ma fille, quand elle avait 2 ans, elle a pogné la jardiose dans le lac chez nous. Probablement que, tu sais, quand tu as 2 ans, tu joues dans l'eau, tu t'en mets dans la bouche en masse, tu en avales pas mal, tu prends la gorgée. Puis, elle a été malade pendant un bon 10 jours là, de diarrhée intense. Habituellement, c'est ça, comme je vous dis, on le combat par nous-mêmes, mais des fois, quand ça passe vraiment pas, ça peut nécessiter un traitement. Là, puis, en ce moment-là, ben là, il faut consulter le médecin. Donc, on prévient comment? Mais quand on a de la jardiose, c'est de porter des gants quand on manipule les animaux qui sont infectés par la jardiose. Je répète encore, on se lave les mains. On enlève les excréments des animaux le plus souvent possible pour diminuer la pression d'infection dans l'environnement, autant pour nous que pour eux. Puis, on fait attention là, à la consommation d'eau des puits qui n'a pas été analysée, puis des eaux non traitées, parce que je pense que c'est une des principales sources de contamination là, chez l'humain. Maintenant, la salmonellose.
La salmonellose, c'est une bactérie au fait qui est très, très répandue. C'est une des principales causes de zoonose chez l'humain. Les animaux vont se contaminer à partir de l'environnement puis des aliments contaminés. Donc, la voie de contamination, c'est oral. Les animaux peuvent être tout simplement asymptomatiques puis excréter la bactérie. Puis chez d'autres animaux, ça peut provoquer des avortements puis de la diarrhée, même de la diarrhée hémorragique, des fois on peut voir. Il y a certaines salmonelles qui peuvent même provoquer des septicémies, puis aussi de la mortalité, là, surtout chez les jeunes. Il y a une nouvelle. C'est pas une nouvelle salmonelle, mais au Québec, on a de la salmonella Dublin depuis quelques années. Puis, justement, on en a eu aussi dans un troupeau de chèvres, je crois. Puis, c'est les jeunes chevreaux souvent là, qui mouraient de la maladie là, en septicémie. Donc, comment on prévient la salmonellose? C'est une belle bactérie qui est opportuniste. C'est d'essayer de limiter le plus possible les facteurs de stress. On diminue l'entassement, on essaie de diminuer l'humidité, garder une bonne propreté des bâtiments. Essayer de diminuer les incidences de d'autres maladies parce qu'ils ont plus tendance, s'ils combattent autre chose, d'attraper cette bactérie-là. Les transports, tout ce qui est facteur de stress, un changement d'alimentation brusque, des trucs comme ça. On essaye d'acheter des animaux qui sont exempts de salmonelle, donc c'est demander le statut là, des animaux quand on en achète. Puis on évite le contact de la nourriture qu'on va servir aux animaux avec la faune sauvage. Donc les oiseaux, les rongeurs qui peuvent être porteurs de la maladie asymptomatique, puis qui peuvent contaminer la nourriture, puis après ça, c'est les animaux qui vont manger ça puis qui vont être malades. Les traitements de la salmonellose, c'est réhydratation. Ça fait des bonnes diarrhées, donc on essaye de leur donner le plus possible au niveau des électrolytes. On donne des anti-inflammatoires. Puis, on peut partir des antibiothérapies pour les jeunes lors de septicémie. Encore là, c'est l'usage judicieux des antibiotiques. Plus ou moins, ils peuvent rester porteurs asymptomatiques, continuer d'excréter la bactérie dans le troupeau. Fait que c'est un pensez-y bien là, pour garder les animaux qui sont positifs à la salmonelle dans votre troupeau. Puis, en plus, il y a beaucoup de résistance aux antibiotiques. Donc, ça peut être quand même difficile à traiter. Nous, maintenant, comme je vous ai dit, c'est une des zoonoses les plus fréquentes. Puis on peut se contaminer à partir d'à peu près n'importe quoi. On peut se contaminer directement avec un animal qui est infecté. On peut se contaminer à partir de l'environnement ou la consommation d'aliments ou d'eau qui sont contaminés par la salmonelle. Des aliments qui ne sont pas assez cuits. On sait que les poulets, souvent, sont porteurs de salmonellose. Puis la consommation de produits laitiers qui n'est pas pasteurisé. On peut en retrouver dans le lait. Puis ça peut être de la contamination croisée aussi. Encore là, quand on fait la popote, quand on fait de la nourriture, là, on prend des planches, on prend des couteaux, on coupe notre viande, on coupe nos affaires. Après ça, on reprend la même planche, on ne coupe pas exprès, ou le même couteau, on coupe nos légumes. Mais là, on vient de contaminer nos légumes. Des fois, il faut faire attention puis nettoyer les planches puis les couteaux quand on fait la cuisine. Donc, les symptômes chez l'humain, l'incubation est assez rapide. C'est 3 jours maximum. On va faire de la grosse fièvre. C'est une bactérie qui affecte pas mal l'humain, des gros maux de tête, la diarrhée qui peut être sanguignolante, faire des grosses crampes, on peut vomir. Même que chez certains humains là, qui sont plus fragiles, ça peut faire des septicémies, donc atteindre tout le corps au complet. La durée habituellement de la maladie dure de 2 à 7 jours. L'humain, en général, s'en débarrasse tout seul, mais ça peut nécessiter un traitement. Puis même si ce n'est pas un traitement antibiotique, des fois, certaines personnes vont se retrouver à l'hôpital juste pour se faire donner des fluides, se faire réhydrater, parce que justement, ils n'arrivent pas à reprendre le dessus, là, parce que ça peut faire une diarrhée qui est assez profuse. Là. Donc, comment on prévient ça? C'est par des bonne hygiène de vie, là, encore là. Il faut se laver les mains fréquemment. On porte des gants, c'est sûr, si on a des animaux qui ont la salmonelle, on ne prend pas de chance. On désinfecte les surfaces de travail avec d'eau de javel, ça fonctionne très bien là, quand on fait la cuisine. On évite la contamination des aliments. Puis, c'est de ne pas boire d'eau non traitée parce qu'on peut retrouver dans l'eau aussi. Puis en plus, la salmonelle, c'est que les humains peuvent se contaminer entre eux. Fait que si j'ai la salmonelle, je l'attrape, je peux contaminer toute ma famille. Puis même si je guéris en 7 jours, je peux excréter la bactérie là, de plusieurs semaines à même plusieurs mois. Là. Fait que dans le fond, je reste je veux dire, un danger pour le monde autour de moi pendant une couple de temps, là, même après avoir récupéré de la maladie.
Donc, la teigne. La teigne, c'est quoi? Bon, ça, on la connaît, je pense. Hein? En tout cas, il y en a beaucoup qui la connaissent. En fait, c'est un champignon. C'est Trichophyton mandagrophyte. C'est un gros nom de même. On va l'appeler la teigne pour la cause. Au fait, ça fait quoi la teigne? Ben, c'est assez typique. Là. Ça fait des belles lésions circulaires, là, dépourvues de poils. Puis des fois, c'est grisâtre. Habituellement, c'est pas douloureux, puis ça pique pas non plus. C'est surtout retrouvé chez les jeunes, parce que les jeunes vont l'attraper pour la première fois quand ils vont voir ça, quand on est en contact avec ça. Puis après ça, ben, ils vont développer une immunité. La contamination se fait par contact direct avec un sujet qui est infecté ou par l'environnement, parce que le champignon, il peut se retrouver dans l'environnement, dans la litière, puis contaminer d'autres individus. Donc, prévention pour ne pas rentrer de la teigne chez vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? On essaie de faire la quarantaine des nouveaux arrivants, 3 à 4 semaines. Se méfier lors d'achat d'animaux, demander le statut encore là du troupeau. Avez-vous de la teigne? Vos animaux. Parce qu'une fois que c'est rentré dans votre troupeau, habituellement, c'est quasiment impossible à éradiquer, puis vous allez l'avoir tout le temps. Les jeunes vont le pogner, puis ça va être comme ça tout le temps. On diminue l'entassement le plus possible. On peut isoler les animaux qui sont atteints. On peut essayer. Diminuer l'humidité. C'est un champignon qui aime beaucoup l'humidité. Puis, au fait, justement, là, les spores de ce champignon-là sont détruites par la chaleur et la sécheresse. Habituellement, il n'y a pas vraiment de traitement. Habituellement, c'est auto-limitant. Environ 1 à 4 mois, l'animal va se débarrasser de ce champignon-là. Donc, les symptômes chez l'humain, nous autres, on se contamine, c'est pas compliqué, c'est par contact direct, souvent avec les plaques de teigne sur l'animal, quand on manipule les animaux. Ce qui va arriver, c'est une belle lésion, comme vous pouvez voir à l'écran, là, belle lésion circulaire, là, très ronde, c'est rouge, c'est sec, ça pique pas trop. Encore là, c'est auto-limitant, on finit par s'en débarrasser. Il y a des personnes qui sont un petit peu plus immunosupprimées, qui vont avoir un peu plus de la misère à le combattre, que ça peut s'étendre un peu, qu'il peut en avoir un peu partout. Là, quand ça commence à être systémique, puis qu'on commence à en avoir un petit peu partout dans le visage, puis ça fait des grosses plaques. Mais là, dans ce cas-là, c'est mieux de consulter, puis il y a des antifongiques qui peuvent être prescrits par le médecin là, qu'on peut prendre pour s'aider à s'en débarrasser. Puis c'est pas une maladie comme les petits ruminants, eux autres, ils vont souvent s'immuniser, puis ils ne leur pogneront probablement pas dans leur vie. Mais en tout cas, je ne sais pas si j'ai un mauvais système immunitaire, mais je l'ai pogné plus qu'une fois. Fait que je pense qu'on ne s'immunise pas à vie là-dedans. On a une certaine immunité, j'imagine, un certain laps de temps, mais ça peut arriver avec les contacts là, répétés, tout ça, qu'on réattrape la teigne. Donc, on porte des gants lors de la manipulation des animaux qui sont atteints. Puis, on se lave fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, là, comme il faut, là, pour enlever le champignon. On va parler d'une autre maladie, l'eczéma contagieux. Là, ça va être le premier virus qu'on va parler en tant que zoonose. Fait que c'est un virus, un parapoxvirus. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça dans leur troupeau. C'est une maladie qui est quand même répandue. Qu'est-ce que ça fait, l'eczéma? Ça va faire des croûtes au niveau du museau puis de la bouche. Puis les agneaux, les chevreaux peuvent après ça infecter la mère, puis il va avoir des croûtes au niveau des mamelles, au niveau du pis. Puis c'est assez douloureux. Ça fait mal, ces croûtes-là. Ils vont avoir de la misère à s'alimenter par après. Puis des fois, les brebis ou les chèvres ne vont pas se laisser traire ou téter parce que ça va être très douloureux. Comment ils se contaminent? C'est soit en contact direct avec un sujet qui est infecté ou par la contamination de l'environnement, parce que ces petites croûtes-là, ils vont tomber, il va y avoir du virus, c'est super contagieux, c'est un virus, il va y avoir des virus dedans, puis ça va se retrouver dans les mangeoires, les abreuvoirs, puis dans la litière, là, donc les autres animaux vont s'infecter à partir de là. Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ça encore là? On fait une quarantaine, 3-4 semaines, les nouveaux arrivants. On demande le statut du troupeau pour être sûr qu'il soit exempt. On essaye d'isoler les sujets atteints pour pas qu'ils répandent plein de croûtes et de virus dans l'environnement. C'est nettoyer puis désinfecter l'environnement pour diminuer encore là la pression d'infection du virus, là, diminuer la charge virale. Il n'y a pas de vaccin au Canada qui existe pour cette maladie-là. Puis, habituellement, comme traitement, au fait, c'est auto-limitant. C'est un virus. L'animal va finir par s'en débarrasser tout seul. Ça prend à peu près 1 mois. Puis, c'est de prodiguer vraiment des soins de soutien là, à vos animaux quand ils attrapent ça. Donc, dans le fond, si on a misère à s'alimenter, c'est de les aider à ce niveau-là parce que c'est la douleur. Garder les plaies le plus propre possible. S'il y a des surinfections de plaies, c'est là qu'on va aller traiter. Puis, sur les adultes, là, les mammites, c'est ça. Puis, on peut utiliser un émollient
comme mettons de l'huile d'amande douce qu'on pourrait utiliser là, sur les croûtes pour aider à ramollir et que ça soit moins douloureux. Chez l'humain, on ne voit pas tant bien la photo, mais ça fait des belles papules rouges, douloureuses, souvent on va souvent l'attraper sur les doigts, là, parce que c'est souvent lors de la manipulation des animaux. Puis la lésion va apparaître en 3 à 7 jours. Puis c'est autolimitant, fait que la lésion va disparaître en 3 à 6 semaines. Là. Ça peut prendre 1 mois et demi là, avant que ces beaux gros boutons-là disparaissent. On essaye d'éviter de l'attraper. On porte des gants quand on manipule des animaux qui ont l'eczéma contagieux. Puis on se lave fréquemment les mains avec de l'eau et du savon. On va tomber sur une maladie que tout le monde a entendu parler. La rage. En fait, la rage, c'est un virus aussi, rhabdoviridé. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, dans le fond, quand on a des cas de rage, il faut prévenir le MAPAC, pardon. Il faut prévenir le MAPAC, donc il faut déclarer la maladie. C'est très rare chez les petits ruminants quand même qu'on va avoir des cas de rage, mais c'est pas impossible, ça peut arriver. Mais c'est une maladie qui est surtout retrouvée chez les renards, les ratons laveurs, les chauves-souris. En fait, qu'est-ce que ça va faire, la rage? L'incubation de la rage, là, mettons que l'animal il se fait mordre, ça peut prendre plusieurs mois avant de développer la maladie, mais l'animal va être infectieux 2 semaines avant de développer des symptômes. OK? Il va faire un changement de comportement. Il va devenir très agressif ou vraiment très déprimé. Il peut avoir une excitation sexuelle anormale. Il va hyper saliver. Il va émettre des sons étranges à cause des spasmes au niveau des cordes vocales. Puis il va avoir de la faiblesse au niveau des membres postérieurs. Puis ça va engendrer comme une paralysie qui va être ascendante. Ça veut dire que la paralysie, elle va monter là, sur l'animal, puis finalement, il va finir par mourir. Chez la vache, on dit souvent qu'une vache qui a la rage, là, elle bave, elle boite, puis elle beugle. C'est comme un peu typique de la maladie. Donc, c'est sûr que c'est ça. Ils vont se contaminer par une morsure souvent, ou sinon avec la salive d'un animal qui est infecté, qu'il soit mort ou vivant. La prévention, il existe un vaccin contre la rage qui est super efficace. C'est vraiment un bon vaccin, très efficace, puis il est recommandé pour les animaux qui sont au pâturage, justement, qui pourraient avoir des contacts avec les animaux sauvages. Prévention, on essaie de limiter le contact entre votre troupeau puis les animaux sauvages. On enlève les matériaux là, qui sont dans le champ qui pourraient servir de refuge à ces animaux-là. On essaie d'éviter de laisser de la nourriture puis des déchets là, qui pourraient les attirer, les animaux sauvages, plus près de nos troupeaux, qui pourraient, après ça, contaminer votre troupeau. Il n'y a pas de traitement pour la rage. En fait, on ne peut pas rien faire. L'animal, il va mourir. Il est condamné. Habituellement, après l'apparition des signes cliniques, l'animal meurt à 7 à 10 jours. Fait qu'il faut vraiment isoler l'animal des humains et des autres animaux dans un endroit tranquille quand on suspecte cette maladie-là, parce que c'est une maladie qui est très dangereuse pour l'humain aussi. Puis vous contactez votre vétérinaire là, pour qu'on puisse prendre des prélèvements et essayer de voir si c'est vraiment ça. Les symptômes chez l'humain. On contacte la maladie de la même façon que les animaux, soit par la salive des animaux contaminés sur une plaie ou une morsure. L'incubation, en moyenne, c'est de 20 jours à 3 mois. OK? Mais ça peut aller, même l'incubation peut prendre plus d'1 an avant qu'on développe des symptômes. Puis ça fait plusieurs symptômes généraux, là, la fatigue, l'irritabilité, de l'agressivité, de la faiblesse. Si on s'est fait mordre, ça peut commencer avec des spasmes du membre qui est atteint, qui a été mordu. On va faire des convulsions, de la confusion, on va halluciner, on va finir par paralyser. Typique de la rage, on va avoir comme une hydrophobie, là, on va avoir la peur de l'eau, puis on va finir dans le coma, puis on va mourir. Ce qui est super important, c'est qu'il y a une vaccination contre la rage qui est super efficace aussi chez l'humain, mais il faut vraiment se faire vacciner s'il y a une suspicion de contact et non pas attendre qu'il y ait des signes cliniques. Si il est trop tard pour se faire vacciner, si on commence à avoir les signes cliniques, le vaccin ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment avoir le vaccin avant d'avoir développé les signes cliniques. Parce que c'est vraiment mortel chez l'humain qui est non vacciné. Donc, la prévention, on évite tout contact avec la salive d'un animal suspecté d'avoir la rage. Puis, si vous avez été en contact avec la salive d'un animal suspect
puis qu'on croit que c'est la rage, dans le fond, il faut vraiment communiquer avec le bureau de santé de la région puis prendre un rendez-vous le plus vite possible pour vous faire vacciner. Bon, on tombe avec une maladie qui est un petit peu plus rare. La mycoplasmose, dans le fond, c'est une zoonose qui est causée par une bactérie aussi. C'est Mycoplasma fermentans. On n'a pas beaucoup de données dessus, mais c'est une infection génitale qui va arriver chez les moutons. La transmission va se faire par contact direct avec les muqueuses. Donc, entre les moutons eux autres mêmes. Puis ça peut être transmis aussi par les tiques du chevreuil. Donc, cette maladie-là, chez l'humain, dans le fond, c'est très rarement répertorié. C'est souvent des humains qui sont très, très, très immunosupprimés. Puis il y a comme un cofacteur avec le virus du sida qui fait en sorte que les humains atteints du VIH sont plus à risque là, d'attraper cette bactérie-là. Ça fait faire des infections pulmonaires puis cérébrales chez l'humain, puis d'arthrite. Donc, si on a des animaux qui ont la mycoplasmose, c'est vraiment de porter des gants quand on les manipule, puis de se laver suffisamment les mains, là, souvent avec de l'eau et du savon. Puis encore là, lors des mises bas, parce que ça va se retrouver au niveau des sécrétions vaginales, c'est de porter un masque lors des mises bas. Bon, ben là, on va arriver dans les prochaines diapositives. Puis les prochaines diapositives, c'est des maladies qui se retrouvent chez les animaux et les humains, mais que le potentiel zoonotique, là, la transmission entre l'agent et l'humain, il n'a pas été démontré hors de tout doute. On soupçonne qu'il y aurait peut-être des liens entre les maladies, mais il y a encore des questionnements et des recherches qui sont en cours là, pour prouver que cette maladie-là peut être transmissible directement à l'humain. Mais on va quand même les survoler parce que c'est des maladies qui sont quand même d'importance. La tremblante du mouton. Ça, vous en avez sûrement tous entendu parler. C'est une maladie qui est présente au Québec. Donc, c'est une zoonose. On n'est pas sûr que c'est une zoonose, hein, qui est causée par un prion. C'est un autre agent infectieux qui est une genre de protéine qui va aller se lier à nos protéines du système nerveux puis qui va dérégler le système, au fait. Puis ça va faire comme ramollir toute la moelle épinière, tout ça. Donc, c'est une maladie qui est à déclaration obligatoire. Donc, encore là, quand on a des cas de tremblante, il faut avertir l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'ACIA. Donc, c'est une maladie qui est neurodégénérative. Ça va être des animaux qui vont être un peu plus vieux, des animaux âgés de 2 à 5 ans. Ce que ça va faire, ils vont devenir agressifs, ils vont trembler, c'est pour ça qu'on appelle ça la tremblante. Ils vont faire de l'incoordination, un peu comme s'ils étaient sous. Ils vont avoir une mauvaise laine, une mauvaise toison, puis la mort va survenir en quelques mois. Au fait, pour prévenir la tremblante, on va essayer d'éviter de rentrer ça dans notre troupeau. Ça va être des troupeaux qui vont être fermés. On va essayer de garder notre troupeau fermé pour ne pas rentrer la maladie. Ou acheter des animaux qui proviennent de troupeaux qui sont certifiés indemnes de la tremblante. Parce qu'il y a un programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante là, au Québec. On peut acheter des animaux puis reproduire ceux qui ont une génotype résistante. Donc, il y a des animaux qui ont les gènes qui sont résistants à la tremblante. Donc, c'est reproduire ces animaux-là puis essayer de les conserver pour pas qu'il y ait la maladie, justement. Puis parce que s'il attrape la maladie, dans le fond, il n'y a aucun traitement, il n'y a aucun vaccin, il n'y a rien, puis l'animal, comme je vous dis, là, il est condamné à mort. Donc, c'est de contacter votre vétérinaire si vous avez des suspicions, puis aussi la SIA. Puis à ce moment-là, on va procéder à des analyses de dépistage de la tremblante là, chez les adultes, le cheptel adulte qui est mort, là, pour voir si on en a dans l'élevage par après. Il y a un plan stratégique d'éradication de la tremblante au Canada. Ce n'est pas éradiqué, je vous dis, mais on essaie. Donc, c'est un programme de surveillance des adultes là, dans les abattoirs. Les symptômes chez l'humain, au fait, la tremblante ressemble beaucoup, beaucoup à la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l'humain ou la maladie de la vache folle chez la vache, qu'on a souvent entendu parler. Donc, c'est encore là, c'est une maladie qui est neurodégénérative et qui est mortelle. Il n'y a pas de traitement. Mais présentement, il n'y a aucun lien qui a été établi là, entre l'exposition à la tremblante puis la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Fait qu'on ne sait pas si on peut contaminer des humains à partir du prion de la tremblante.
Mais je pense que les tests n'ont pas été faits non plus. C'est difficile d'infecter un humain pour voir s'il va réagir à des prions quand on sait que c'est mortel comme maladie, puis qu'on ne peut rien faire. C'est dur de faire des études là-dessus aussi. Là. Donc, la paratuberculose. La paratuberculose, c'est une maladie qui est très connue, très répandue dans les troupeaux de petits ruminants. C'est une zoonose encore là, les recherches sont en cours, qui est causée par une bactérie, Mycobacterium avium, paratuberculosis. Au fait, l'incubation est super longue. Les animaux s'infectent très jeunes par le fumier, le lait et le colostrum des animaux qui sont infectés. Puis ils vont développer la maladie plus tard, là, rarement avant l'âge de 2 ans. Ça va faire un dépérissement chronique. Au fait, la bactérie, elle va infecter l'intestin des animaux, puis elle va limiter l'absorption des aliments. Fait que l'animal, il absorbera plus, fait qu'il va maigrir. Fait que c'est un dépérissement qui est chronique, ça va amener de la maigreur, puis dans moins de 20% des cas, l'animal, il peut avoir de la diarrhée. Là, contrairement chez la vache, où les autres vont souvent avoir de la diarrhée, chez les petits ruminants, c'est quand même plus rare. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour prévenir ça? On va essayer de réformer les animaux qui sont maigres, qui sont suspects. Dans le fond, c'est sûr qu'ils peuvent être maigres par parasitisme ou à cause de leur lactation, mais habituellement, ils sont supposés de se renflouer un petit peu là, quand ils sont à riz. Fait qu'on va essayer de se débarrasser d'eux. On va sortir les brebis maigres des parcs de fin de gestation puis d'allaitement pour pas qu'ils contaminent l'environnement des nouveau-nés. On va désinfecter régulièrement la bergerie. On va tenir ça propre. Une bonne litière abondante, sèche. Les achats, souvent, là, les achats d'animaux à l'extérieur sont souvent une source d'introduction de la maladie dans le troupeau. Fait que faire attention à vos achats. On peut sevrer suite après la naissance là, pour les brebis laitières. Ça peut aider aussi à prévenir la maladie. On peut utiliser du lait, du colostrum qui est thermisé. Ça va tuer la bactérie. Puis, on peut mettre en place aussi des dépistages là, de la maladie dans le troupeau. Il n'y a pas de traitement contre la paratuberculose. Habituellement, c'est une maladie chronique, puis on ne peut pas la traiter, malheureusement. Il y a une vaccination qui existe ailleurs dans le monde qui diminue la prévalence de la maladie avec le temps, mais il n'y a aucun vaccin qui est homologué encore là, au Canada. Chez l'humain maintenant, les symptômes suspectés, là, ça va être la maladie de Crohn. Au fait, là, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui va faire de la diarrhée, de la perte de poids, des douleurs abdominales, de la fatigue. C'est vraiment chronique. On cherche encore à établir un lien là, entre la maladie de Crohn et la paratuberculose. Il y a beaucoup d'études aujourd'hui, on n'a pas pu conclure vraiment que la bactérie peut causer la maladie chez l'humain. Au fait, il y a certains humains qui sont atteints par la maladie de Crohn qui testent aussi positif à la paratuberculose. Fait qu'on croit qu'il peut y avoir un lien entre les deux. Mais comme il n'y a pas les études ne sont pas tout à fait décisives, là, dans le fond, on est mieux de rester prudent et de faire attention avec ça. On va parler de la COVID. On n'en a pas assez entendu parler pendant 2 ans de temps. Là. On va retourner un petit peu sur le sujet, là, juste pour revenir là-dessus un petit peu. Fait que la COVID, c'est une zoonose, on le sait au départ, qui est causée par un virus, le coronaviridé. Chez les petits ruminants, les ruminants en général sont très peu sensibles aux différentes souches de coronavirus. Puis le COVID-19 ne semble pas en mesure de les infecter. Il peut être considéré comme agent potentiel de zoonose si l'animal a des particules virales, dans le fond, à la surface de son corps. Là. Contaminé, mettons, par un humain qui était positif à la COVID, il a toussé sur son animal, puis il y a des particules virales sur l'animal, quelqu'un d'autre va flatter l'animal, il se met dans la bouche ou peu importe, et là, il pourrait contracter la maladie. Ça s'appelle du matériel contaminé, en fait. Contrairement aux visons, aux hamsters ou aux chevreuils, où il y a des cas de transmission là, de l'animal puis à l'humain qui a été rapporté. Il y a d'autres animaux aussi, là, on le sait, là, qui peuvent contracter la maladie, là, comme les félins, mais qui n'avaient pas de risque de transmission là, de ces animaux-là à l'humain. Puis les volailles, là, tout ce qui est oiseaux et tout ça, au fait, ne sont pas affectés par la maladie. Bien là, le COVID-19, on commence à connaître les symptômes chez l'humain, là. Donc, incubation de 3-14 jours, des syndromes grippaux, la fièvre, des maux de tête. On peut venir avoir une bonne toux, difficulté à respirer, ça peut faire des pneumonies. Il y en a qui perdent l'odorat. Puis, il y en a aussi qui sont asymptomatiques qui n'ont tout simplement absolument rien. Donc, dans le fond, la prévention, je pense qu'on y travaille vraiment, vraiment fort depuis
depuis quelques années, là. Donc, c'est éviter le contact avec les personnes infectées, porter les masques, laver souvent nos mains, puis éviter le contact avec les animaux appartenant à une personne qui est infectée par la COVID-19. Il existe une vaccination, on le sait, il y en a plusieurs qui sont vaccinés. Elle ne permet pas de ne pas attraper la maladie, mais elle peut diminuer les risques de développer la forme grave de la maladie. Donc, un petit récapitulatif de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de maladies zoonotiques, comme vous avez pu voir. Il y en a beaucoup de zoonoses, mais il y a beaucoup de moyens pour prévenir de l'attraper aussi. Donc, je pense que la bonne hygiène de base, c'est sur ça qu'on peut se baser justement là, pour prévenir d'attraper ça. Donc, on se lave les mains fréquemment. On met des gants puis un masque s'il y a des avortements, des mises bas. On essaie de pas faire rentrer les personnes à risque, surtout là, en période de mise bas sur les fermes. On ne mange pas sur les fermes. On lave bien nos aliments. On fait cuire, pasteuriser les aliments avant de les consommer. On essaie de ne pas prendre d'eau non traitée puis de boire ça non plus. Puis on manipule adéquatement les produits de la mise bas. On s'en débarrasse adéquatement aussi là, pour les jeter puis de garder un bon environnement propre là, dans nos bergeries puis nos chèvreries. Puis comme petit mot de la fin, là, je veux juste mentionner que chaque espèce animale est potentiellement porteuse de zoonoses. OK? Fait que les ruminants là, sont pas pires que les autres. Là. Près de 60% des maladies qu'on attrape, nous, chez l'humain, là, sont d'origine animale. Fait qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup de zoonoses. Là. Puis la majorité des nouvelles maladies qui apparaissent sont d'origine zoonotique. Fait qu'on n'a pas à pointer les ruminants et dire « Oh mon Dieu, il y a beaucoup de zoonoses chez les ruminants. » Non, il y en a chez toutes les espèces animales. Puis je pense que tous les principes de base que j'ai donnés pour la prévention, on peut le rapporter à toutes les espèces animales avec qui on vit, que ce soit nos animaux domestiques ou les animaux sauvages, c'est de faire attention. Puis pour éviter d'attraper ces maladies-là. Donc, merci beaucoup pour votre attention.